Mais ça veut dire que la plupart de ces choses qui sont émises ne sont pas émises pour résoudre des problèmes, elles sont émises pour couvrir ceux qui les émettent. Ce qui n'est d'ailleurs pas un phénomène purement français, puisque nos amis anglo-saxons ont une expression beaucoup plus parlante pour décrire la grève du zèle. En anglais, on appelle ça « work to rule ». Vous voyez, « what are you doing? I'm just working to rule ». Je suis en grève. C'est-à-dire, j'applique vos process, donc je suis en grève. Alors, pourquoi c'est devenu incontrôlable? Bon, on va dire ça de façon un peu lapidaire. Si je me fixe sur les process, ben, tous ces process sont devenus incontrôlables les uns par rapport aux autres. Ils se sont additionnés sans que personne ne soit capable de maîtriser l'effet général de tous ces process. D'ailleurs, heureusement qu'on les aimait, on les oublie, on les aimait, etc. Mais ça forme aujourd'hui dans nos entreprises une espèce d'agglomérat dont personne ne sait très bien ce qu'il contient. Que dire des indicateurs de performance? Ah, ça, c'est une chose tout à fait merveilleuse. L'autre jour, je travaillais avec un pétrolier américain, que nous ne citerons pas, mais qui est la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. Et un cadre sup américain me disait « Vous avez raison dans ce que vous dites, M. Dupuis, parce que moi, j'ai 17 indicateurs de performance. » Je lui dis « De quoi tu te plains? Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu ne te trouves pas assez libre, demande-en quelques-uns de plus. Et comme ça, tu seras vraiment libre de faire véritablement tout ce que tu veux. » C'est-à-dire que, encore une fois, cette multiplication rend l'univers auquel ça s'applique relativement incontrôlable. Et je ne veux rien dire sur les systèmes de reporting, sinon citer ces cadres d'une banque de la place parisienne, dont le seul travail est de faire du reporting, et qui me racontaient l'autre jour que dans leur reporting, ils mettaient des poèmes de Victor Hugo. Je leur ai posé la seule question qui valait, pourquoi Victor Hugo? Et ils m'ont répondu, parce que c'est les plus longs. Donc une fois que vous avez attaqué la légende des siècles, vous en avez pour un petit moment. Mais je leur ai dit, mais vous ne vous faites pas engueuler de mettre du Victor Hugo dans vos... Et ils ont dit, pourquoi on se fait engueuler? Puisque personne ne les lit jamais. Donc, voilà. Donc, alors, je vous fais sourire volontairement, je ne suis pas naïf, simplement parce qu'il est 18 heures. Ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. C'est cette espèce de déluge incontrôlé de moyens coercitifs dans lequel nous sommes. Finalement, il ne pose pas tant de problèmes que ça aux cadres en général. Parce que les cadres sont une population éduquée au sens qui a fait de l'apprentissage, n'est-ce pas? Je ne parle pas au sens de la bonne éducation. Et par conséquent, les cadres, après en avoir souffert, se débrouillent très bien avec cela. C'est-à-dire, ils savent très bien opposer un indicateur à l'autre, ils savent très bien opposer un process à l'autre, etc. Et donc, ils se sont réaménagés de formidables zones de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que vous observerez que c'est toujours les cadres qui en demandent davantage. Par exemple, c'est toujours les cadres qui vont vous dire « il me faut une définition de fonction ». Alors, on va faire la définition de fonction, on va vous dire elle n'est pas assez précise. Oula, donc vous la faites plus précise, et ils vont vous dire, attention, elle se chevauche avec une autre définition de fonction. Donc vous allez toujours davantage préciser le truc, et après, il lui sera impossible de travailler suivant la définition de fonction, donc du coup, c'est vous qui dépendrez de lui, et pas lui qui dépendra de vous. Donc c'est le modèle général, c'est vrai qu'on en sourit tous, mais au lieu de mettre l'organisation sous contrôle en ce qui concerne la population des cadres, ça leur ouvre des marges de liberté qui sont considérables, qui leur permet d'investir le travail comme ils le veulent, de faire le travail à peu près comme ils le veulent, sans avoir à subir de véritables phénomènes de contrôle, car on sait déjà depuis longtemps qu'on contrôle beaucoup plus dans le flou que dans la clarté. Mais là où ça pose problème, c'est pour ce que l'on appelle l'encadrement de proximité et les opérateurs eux-mêmes. Alors là, c'est un vrai problème. Je voudrais en dire un mot, parce que finalement, les organisations aujourd'hui ont un vocabulaire qui est exactement à l'opposé de leur pratique. Et aujourd'hui, la logorrhée managériale a une fonction de compensation des pratiques managériales. Vous voyez, par exemple, au moment où on développe tous les modes coercitifs, qui sont des modes de non-confiance, on dit qu'il faut mettre l'homme au centre. D'un certain point de vue, aujourd'hui, dans nos pays, le travail est un problème, il n'est pas une solution. Et plus il devient un problème, plus on cherche à s'en débarrasser, plus on dit l'homme est la seule valeur. Donc, ok. De la même façon qu'en désespoir de cause, pour faire travailler les gens, on dit ça c'est le rôle de l'encadrement de proximité.
Sauf que l'encadrement de proximité, comme on dit, il cherche à arrêter ce déluge. J'ai dans Lost in Management un certain nombre d'études qui sont merveilleuses là-dessus. L'encadrement de proximité cherche à arrêter le déluge des process, des indicateurs à son propre niveau. Ne pas le laisser aller jusqu'au niveau des opérateurs. Non pas par grandeur d'âme, mais parce que un tout petit peu de sociologie vous apprend qu'avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est contrôler quelque chose sur ce quelqu'un. Si tout est décidé par des process, vous ne contrôlez plus rien sur les gens. Donc vous êtes mis dans cette situation épouvantable où on vous dit vous êtes les seuls qui pouvaient les faire travailler, mais en même temps vous ne contrôlez rien sur eux. C'est une situation extrêmement dure. Et donc cet encadrement de proximité cherche à arrêter tout ça à son niveau, mais ça le met dans une situation de pression qui n'est pas loin de générer des problèmes psychosociaux. Pour ne rien dire des opérateurs, à qui finalement on fait passer un double message. Le premier message est un message de non-confiance. La façon dont tu le faisais précédemment, ça ne va pas, tu vas le faire en suivant le process. Et à côté du message de non-confiance, c'est un message d'inadaptation, c'est-à-dire avant je savais le faire par moi-même, maintenant je ne sais plus le faire avec le process ou les process, je suis devenu inadapté, etc., etc. Et là, ces choses-là sont à peu près graves dans la vie des entreprises. Alors, on en est là aujourd'hui. Peut-on dire que l'on est dans le mur? J'ai été frappé d'une chose que je voudrais partager avec vous. J'ai présenté ce livre, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, à l'Institut de l'entreprise. L'Institut de l'entreprise, c'est une organisation des grands patrons français, etc. Et en présentant ce que je suis en train de vous dire devant ces grands patrons, de façon unanime, ils se sont exclamés et ils m'ont dit « Monsieur Dupuy, vous avez raison ». Je leur ai dit, messieurs, je vous rappelle que c'est vous les patrons. Et ils m'ont dit, oui, mais on n'y peut rien. Et voyez, quand je parle de perte de contrôle, c'est bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où tout le monde, vous-même, je le suppose d'ailleurs, a plus ou moins conscience de ce que je suis en train de dire, mais personne ne sait comment on peut arrêter cette machine infernale. Voyez, regardez un exemple, j'essaie de vous toucher au plus profond. Regardez cet exemple fabuleux. Je vous dis directement, la grève du zèle, c'est quand les gens cherchent à appliquer toutes les règles. Vous le savez, ça n'empêchera personne demain matin d'en produire davantage. Donc, ce n'est pas un problème de bonne volonté individuelle. La question qui se trouve posée aux entreprises aujourd'hui, c'est à quel moment pourra-t-on renverser cette machine infernale? Vous voyez, dans un autre livre, j'avais écrit une phrase, et dont je n'avais jamais pensé d'ailleurs qu'elle provoquerait autant de réactions positives. J'avais écrit que dans les organisations, le changement ne se produit pas quand il est souhaitable, il se produit quand il est possible. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce momentum, comme diraient les anglo-saxons, dans lequel tout le monde est à la fois conscient d'où on en est arrivé et du fait qu'on est arrivé dans le mur, et où ça génère une profonde réaction qui permettra de renverser la vapeur. Donc la seule chose que moi je peux faire, c'est dire qu'est-ce que j'observe dans les organisations qui essayent de faire les choses différentes. Alors, sur ce sujet, d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qui n'est pas anodin. Quand je regarde les entreprises qui essayent d'obtenir le travail d'une façon différente, je les trouve principalement aux États-Unis. D'ailleurs, vous voyez, tout le monde se tourne vers les pays émergents parce que c'est les marchés du futur, mais en matière d'innovation organisationnelle, c'est plutôt vers les États-Unis qu'il faudrait se tourner. Alors, qu'est-ce que l'on voit apparaître comme notion? Il y en a deux qui sont essentielles, sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Le premier, c'est le retour de la notion de confiance au travail, et le deuxième, c'est la notion de communauté d'intérêt. Alors, disons un mot du problème de la confiance. C'est très difficile en France de parler de la confiance. Comme l'avait très bien décrit en son temps Alain Peyrefitte, la société française est une société de non-confiance, par opposition, par exemple, à la société américaine. Vous voyez, si vous vouliez en avoir une illustration pratique, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, je le suppose d'ailleurs, qui connaissent les États-Unis, mais vous voyez, moi, dans les 5 ans où j'ai vécu aux États-Unis, j'ai toujours été émerveillé que lorsque deux rues se croisent, il y ait 4 stops.
Et alors, ça surprend le français de base que je suis, mais simplement, le principe, c'est que tout le monde s'arrête, c'est le premier arrivé qui passe, le deuxième arrivé qui passe, essayez de faire ça au coin de la rue. Vous verrez ce qui se passera, c'est-à-dire la confiance dans le fait que les acteurs vont faire ce qui est prévu est forte aux États-Unis et relativement faible en France. Donc, la notion de confiance est une notion dans la société française qui devient rapidement une naïveté. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit « fais-moi confiance », vous vous demandez tout de suite ce qu'il vous cache, principalement. Donc, il faut effectivement se poser la question, qu'est-ce qui rend la confiance possible? Ce qui rend la confiance possible, c'est l'éthique. Ah, voilà un grand mot quand on parle d'éthique. Oui, mais c'est quoi l'éthique? Eh bien, l'éthique, ça n'est pas l'honnêteté, contrairement à ce que croient les entreprises rapidement, qui manient le vocabulaire à la volée, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que l'on appelle l'éthique, la définition qu'en donnent les philosophes, puisqu'il faut se tourner vers les philosophes pour en trouver la définition, c'est l'acceptation de la réduction de l'incertitude de son comportement. Voilà qui est compliqué à dire. Qu'est-ce que ça veut dire accepter de réduire l'incertitude de son comportement?